Un air de cornemuse de Charles Quesnel. Le club où le major Duncan R. K. Gordon nous recevait était situé dans la High Street d'Édimbourg, cette très belle rue dont les Écossais sont justement fiers et qui leur fait dire que si Paris possédait une artère équivalente à celle-ci, ce serait une admirable cité. Des fenêtres du club, on voyait le château, imposante citadelle construite sur un rocher dominant la ville et qui est comme l'acropole guerrière de la rude Athènes du Nord. Le château où se déroulèrent tant d'épisodes tragiques de l'histoire d'Écosse, qui fut pris et repris, autour duquel coula tant de sang, est maintenant converti en caserne. Sur son esplanade, les régiments font l'exercice. C'est là que l'on passe les revues de ces belles unités écossaises qui ont conservé les mâles traditions de leurs ancêtres. Le major Duncan R. K. Gordon nous confiait, après avoir en quelques mots résumé les fastes du château, un détachement des Royal Scotch Fusiliers, où j'avais l'honneur de commander avant la guerre en qualité de capitaine, était caserné là-haut. Ah, le beau régiment! Il n'y en avait pas un autre parmi les troupes d'Écosse qui possédait d'aussi bons bagpipers. Les bagpipers sont les joueurs de cornemuse, l'instrument national des Écossais, que les régiments de montagnards ont conservé. Mais bagpipers, 3 d'entre eux surtout. Nous n'eûmes pas de peine à obtenir du major qu'il voulut bien nous raconter l'histoire de ces 3 hommes. Ils s'appelaient Dick Lauder, Patrick Abercrombie et Morgan Phillips. Ils étaient tous 3 natifs de Sutherland, le comté le plus septentrional de l'Écosse, une région aride, montagneuse, pauvre. Ils appartenaient à 2 villages voisins. Dick et Patrick étaient de Lairg, Morgan de Crow. Ces 2 hameaux, car il est plus juste de les qualifier de hameaux que de villages, ne sont pas éloignés de plus d'1 mile l'un de l'autre. Et pourtant, un abîme séparait Dick et Patrick de Morgan. Haine de clocher, question d'héritage, rivalité personnelle, impossible de le savoir. C'était surtout Dick que Morgan détestait. Et, s'il englobait Patrick dans son ressentiment, c'est que Patrick aimait Dick comme un frère. Ces 3 hommes étaient casernés au château avec le détachement que je commandais. Constamment, Morgan et Dick en venaient aux mains, surtout le dimanche soir, quand l'ale ou le brandy avait surexcité les esprits. Il était rare que le lundi matin, dans son rapport, le sous-officier de service n'eût pas à me rendre compte de quelque épisode d'une querelle devenue légendaire. 20 fois j'avais fait comparaître devant moi les coupables. Je les avais sermonnés, menacés, punis, je leur avais demandé la cause de leur inimitié. Dick, qui était un garçon jovial, ouvert, communicatif, volontiers bavard, changeait subitement dès que j'abordais cette question. Sa physionomie devenait farouche et son mutisme absolu. Lorsque je lui intimais l'ordre formel de m'expliquer ce qu'il y avait entre lui et Morgan, il parvenait péniblement à émettre entre ses mâchoires serrées « Des choses, monsieur ». Quant à Morgan, on n'arrachait même pas de lui tant de syllabes. Les yeux fixés droit devant lui, la tête haute, dans l'attitude correcte du garde-à-vous. Il ne proférait qu'un vague grognement. J'aurais dû expédier l'un ou l'autre de ces irréconciliables ennemis dans un autre corps. Je ne le fis pas, car ils étaient tous les 3 de bons soldats en dehors de ce point particulier. Je me contentais de prescrire qu'on les tînt éloignés les uns des autres et qu'on les envoyât séparément aux exercices et aux corvées. Ils ne se réunissaient que lorsque les bagpipers, tous ensemble, devaient prendre part à une parade. Alors, ce n'était plus la même chose. La cornemuse au bras, ces hommes oubliaient tout. Il n'y avait plus Morgan,
Dick ou Patrick, il y avait des bagpipers qui jouaient les airs qui scandèrent les marches de leurs ancêtres à Stirling, à Lanside ou à Culloden. Un jour, mon détachement alla rejoindre à Glasgow le reste du régiment. Nous étions en 1914. La guerre avait éclaté. Les Highlanders, délaissant les plaids bariolés et les kilts de leur tenue de temps de paix, arborèrent le kaki des troupes britanniques en campagne. Ils quittèrent le sol natal et débarquèrent bien loin dans les Flandres. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que nos montagnards firent galamment leur devoir. Le jour, les cornemuses les entraînaient vaillamment au combat, et le soir, dans les tranchées et dans les cantonnements, elles les berçaient des airs nostalgiques qui évoquaient les moors et les lochs du pays natal. Presque tout le régiment était recruté dans le Sutherland. Aussi, le même répertoire plaisait-il au plus grand nombre d'entre eux. Leur morceau préféré était celui qui, dans ce comté nordique, préside aux fiançailles et au mariage. Vivez joyeux, vivez heureux. Ah, l'aurais-je entendu, cet air? Même s'il ne me rappelait pas une heure particulièrement poignante, je crois qu'il ne quitterait jamais ma mémoire. Près de Furnes, mon corps participa à une grande attaque. Nos intrépides Highlanders s'élancèrent cornemuse en tête, sous les rafales de shrapnel et de balles de mitrailleuses, à l'assaut des positions ennemies. Ils y prirent pied. Le but poursuivi par le commandement était atteint, mais les 9/10 de l'effectif étaient par terre, tués ou blessés. Moi-même, avec une balle dans le bras droit et un éclat d'obus à la tête, j'avais été évacué à l'hôpital de campagne le plus proche de nos lignes. J'y reçus la visite de Mahon, un de mes sergents. Je lui demandai naturellement des nouvelles de ma compagnie et du bataillon. « Pas fameuse, monsieur, pas fameuse », me répétait le brave Mahon, et je voyais sa canne qu'il tenait à la position réglementaire trembler d'émotion. « Les meilleurs sont partis, monsieur, et je m'étonne d'être encore là. » Je ne souris pas de cette expression de sous-officier. Elle était bien dans sa mentalité et dans celle de ses camarades qui s'estiment à leur juste valeur et qui expriment naïvement leurs pensées. Je l'interrogeai sur nos hommes. La plupart des noms étaient lugubrement accompagnés des mots « mort » ou, quelquefois, « blessé ». Et nos bagpipers, Patrick Abercrombie, mort. Et Dick Lauder, il n'en vaut guère mieux. Et Morgan Phillips? Celui-là, c'est un miracle. Il n'a pas une égratignure. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir pris sa part dans la danse. Probable, monsieur, que la mort n'a pas voulu de lui. C'est une si mauvaise tête. À peine le sergent était-il parti qu'une infirmière entra dans ma chambre. « Vous êtes bien le capitaine Duncan Gordon ?»« Oui, répondis-je. »« En ce cas, si vous pouvez vous déplacer, venez au pavillon C. Il y a là un homme qui demande instamment à vous voir. » « Qui est-ce » ?« Il se nomme Dick Lauder. Il était des bagpipers du régiment des Royal Scotch Fusiliers. Il n'y a pas de temps à perdre. Une balle, des shrapnels. Il s'est trouvé sous l'éclatement d'un obus. Son corps est déchiqueté et il est aveugle. « Oh, mon pauvre Dick !» m'écriai-je. Je me mis en mouvement avec quelque peine. Mon bras était très lourd et ma tête me faisait diablement souffrir. Guidé par l'infirmière, je me rendis au pavillon C. La jeune fille me mena au lit de Dick. Sa figure n'était qu'un pansement. C'est à peine si sa bouche et son nez étaient libres. « Dick, dis-je, mon bon Dick. C'est moi, votre capitaine. J'ai su que vous étiez blessé et je viens vous voir. Merci, monsieur. Je vais mourir. Je le sais. Et puis c'est mieux.
Parce que, n'est-ce pas, un homme aveugle. Seulement, je ne voudrais pas m'en aller sans entendre une fois encore un air de cornemuse. Vous savez bien, cet air du Sutherland. Vivez joyeux, vivez heureux. J'ai fait mon devoir, monsieur, et ce sera ma dernière joie. Si c'est possible que ce soit Patrick qui joue pour moi. Personne ne sait cet air comme lui. Il le jouait déjà à Lairg quand nous étions enfants. Patrick. En entendant cette voix implorante qui réclamait son ami, j'éprouvais un sentiment de profonde angoisse. Comment lui dire que son compagnon était mort? Comment le priver de sa dernière joie sur terre? J'eus une inspiration. Je n'ai pas souvent des inspirations, car je suis un esprit positif. Je prononçai aussi calmement que je pus. Je vais chercher Patrick, et dès que je le trouverai, je vous le ramènerai. Promettez-moi d'ici là de vous laisser bien soigner et de faire tout ce que vous diront les infirmières. Je sortis. Devant la porte du pavillon, je rencontrai Mahon qui, lui aussi, venait rendre visite à Dick. « Vous m'avez dit, Mahon, que Morgan était resté au corps? Est-il loin d'ici? »« Oh, non, monsieur. Nous avons été relevés après l'affaire. Et les débris du bataillon sont cantonnés à 500 yards. Eh bien, Mahon, allez le chercher et ramenez-le-moi tout de suite. Et qu'il apporte son bagpipe. » Un quart d'heure plus tard, Morgan était là, sa cornemuse sous le bras. Il se tenait au garde à vous. Je considérais son front têtu, ses traits fermés, mais aussi sa belle attitude militaire. Peut-être l'obéissance lui ferait-elle faire ce que son cœur ne lui dicterait pas. Morgan, je sais que vous vous êtes galamment conduit. Vous êtes proposé pour une récompense. Je vous félicite. Merci, monsieur. Mon garçon, il s'agit d'accomplir une action plus difficile que celle de courir au-devant des balles. À vos ordres, monsieur. Écoutez-moi. Patrick est mort. Dick va mourir. Voulez-vous lui procurer une dernière joie? Les traits du soldat n'avaient pas tressailli. Rien n'avait varié dans son attitude. De cette même voix impersonnelle que l'on enseigne à nos recrues pour parler à leurs supérieurs, il répliqua « À vos ordres, monsieur ». Suivi de Morgan, apparemment impassible, je rentrai dans le pavillon où Dick agonisait. L'infirmière me fit signe que c'était la fin. Je me penchai sur cette pauvre chose qu'était la tête enveloppée de pansements du bagpiper et je proférai « Dick, j'amène votre ami Patrick ». Aussi étrange que cela puisse paraître, le peu que l'on apercevait du visage du montagnard exprima un bonheur profond. Le mourant sembla ressusciter. Il se souleva, légèrement, sur son lit et d'une voix presque normale s'écria « Patrick, mon bon Patrick, mon ami, tu es venu. Joue-moi, vite. Vivez heureux, vivez joyeux, comme tu le jouais tous les soirs au cantonnement, et là-bas, autrefois, chez nous. » Sans un mot, Morgan souffla dans sa cornemuse. On eût dit que les sons qu'il en tirait étaient plus mélodieux que d'ordinaire, qu'il y mettait plus de flamme. Dick avait sorti de sous les couvertures son bras droit emmailloté de bandages, et, comme Morgan cessait de jouer, le blessé caressa les 3 doigts qui lui restaient la main du joueur de cornemuse. « Parle-moi, Patrick, dis-moi adieu, » murmura le mourant. L'infirmière, qui était au courant, intervint heureusement. « Votre ami ne peut pas vous parler, il a eu une commotion, il est pour l'instant muet. » Dick soupira. « Ainsi, toi aussi, mon pauvre Patrick, tu es blessé, et tu es venu quand même. Je voudrais t'embrasser. » Morgan se pencha, et doucement, tendrement, fraternellement, maîtrisant ses gestes rudes, il embrassa celui qu'il avait toujours haï. La fièvre avait repris le pauvre Dick, mais c'était une fièvre heureuse. « Oh, Patrick,
se disait-il dans son délire. Je vais aller mieux. Je vais guérir. Oui, Patrick, je guérirai si tu joues encore. Et Morgan joua. Il joua sans se lasser. Vivons joyeux, vivons heureux, jusqu'au moment où l'infirmière tira le drap sur ce qui restait du visage de Dick. Le bagpiper se tut. Je le pris par l'épaule et je sortis avec lui. Devant la porte du pavillon, je lui tendis ma main valide. « Morgan, vous avez agi en homme de cœur. »« À vos ordres, monsieur, » répliqua le montagnard. Pivotant sur ses talons, après avoir salué, il regagna son cantonnement. Je n'ai jamais su pourquoi Morgan détestait Dick. J'ai toujours ignoré si, à l'heure suprême, il s'était réconcilié avec lui dans son cœur. Tels sont, messieurs, les hommes de nos montagnes.